Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Avant de commencer, je veux vous remercier. Vous avez été plus de 130 000 à regarder le numéro précédent en moins d'une semaine et on a battu le record de j'aime avec plus de 7000 likes. Et comme vous avez été nombreux à nous demander une suite, je vous promets de reformer le duo Gavaslino bientôt. Et en attendant cette semaine, on s'attaque à un autre sujet de l'actualité, la loi de bioéthique et l'extension de la procréation médicalement assistée. Un sujet que beaucoup pensent secondaire, pourtant il s'agit de questions de santé publique, de finances publiques et bien sûr une question anthropologique. Et pour en parler, bien sûr, je suis avec la figure de proue de l'opposition au texte, Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous. Bonjour madame, merci d'être avec nous. Bonjour Élise Blaise. Alors, comme les téléspectateurs ont pu le voir, on annonce la grande manifestation du 6 octobre à Paris. On ne connaît pas encore le trajet, mais ça ne saurait tarder, j'imagine. Et puis, vous êtes en pleine université d'été également. Alors, effectivement, nous avons aujourd'hui et demain l'université de rentrée de Marchand-Enfants, qui est une première étape de mobilisation vers l'événement du 6 octobre, puisque toute montée vers la mobilisation nécessite des étapes, et aussi des étapes pour se préparer ensemble. Et tous ceux qui veulent nous rejoindre à Port-Marly sont bien sûr les bienvenus. Alors évidemment, on a compris que dans le texte de loi sur la bioéthique, il y avait un volet tout particulier qui consistait donc à étendre la PMA aux femmes seules ou homosexuels. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Effectivement, c'est réservé aux couples hétérosexuels qui ont des problèmes de fertilité pour concevoir un enfant naturellement. Bien sûr, vous dénoncez en premier lieu l'absence du père. Le père est évacué de cette question. D'ailleurs, on le voit souvent, pas de un papa, une maman. C'est d'ailleurs le slogan presque, je vais dire, traditionnel de la Manif pour tous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette notion fondamentale de paternité a été évacuée ? Alors, effectivement, la procréation médicalement assistée, juste pour préciser, elle recouvre plusieurs techniques. D'abord, l'insémination artificielle. Donc, on va inséminer une femme avec du sperme, c'est-à-dire qu'on aide le sperme à passer la barrière du col de l'utérus. Et puis, quelquefois, il faut aller plus loin, et à ce moment-là, on fait une fécondation in vitro. Donc, ça recouvre un ensemble de techniques. Et là, aujourd'hui, c'est réservé aux couples hommes-femmes. Alors moi, je ne dis pas hétéro ou homo, parce que ce n'est pas le sujet, ce n'est pas dans la loi, les médecins n'ont pas à se préoccuper de cet aspect-là des choses, contrairement à ce qu'on nous fait bien souvent croire. C'est un couple homme-femme, en âge de procréer, vivant, et oui, ils ne sont pas forcés de vivre ensemble, par exemple. Ou en tout cas, il pourrait avoir des pratiques sexuelles, être bisexuel et tout. Ça regarde personne, c'est pas le sujet. Et on nous fait croire que c'est le sujet pour prétendre à une inégalité, pour obtenir cette PMA sans père. C'est pour ça que j'insiste sur ce point. Et donc, il y a des conditions, aujourd'hui dans la loi, qui font que la PMA peut être pratiquée pour un couple qui, en principe, devrait pouvoir attendre un enfant, et pour une raison connue ou inconnue, qui peut être physiologique, qui peut être psychologique, etc., n'y parvient pas. Au bout de 2 ans, donc le processus est assez long, on peut alors ouvrir un processus une procédure, une pratique de procréation médicalement assistée. Et dans 4% des cas, cette procréation médicalement assistée peut être faite avec du sperme d'un tiers donneur. Donc il y a des banques de sperme avec des gens qui viennent, des hommes qui viennent donner. Voilà. Donc vous verrez pourquoi j'insiste là-dessus plus tard. Ça concerne très 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 peu de couples ayant recours à la PMA. 4%, vous l'avez dit, c'est très exactement. faible. Aujourd'hui, ou depuis quelque temps, un certain nombre de personnes prétendent qu'il y a inégalité entre les couples hommes-femmes et les couples de femmes ou les femmes seules, puisque la PMA ne serait ouverte qu'aux femmes hétérosexuelles et non pas aux femmes homosexuelles ou seules. Alors que la question n'est donc pas là du tout. Un couple de femmes ne peut pas concevoir un enfant, et ça, c'est pas parce qu'elle souffre d'une pathologie X, Y ou Z de la fertilité. Tout comme une femme seule ne peut pas faire un enfant seul. Ce sont des personnes qui sont fécondes. Et si on devait autoriser la PMA pour les couples de femmes ou les femmes seules, cela veut dire en fait qu'on détournerait notre système de santé, notre dispositif médical, on détournerait la médecine de sa finalité, puisqu'il ne s'agirait plus de pallier à un problème
d'infertilité, il s'agirait en réalité de réaliser un désir individuel et même un désir très individualiste, puisque l'une des premières conséquences, c'est qu'on ferait sciemment, volontairement, dès avant la conception, orphelin l'enfant à venir, et orphelin de père pour toute sa vie. Et pour revenir à votre question, ça revient donc à dire qu'un père n'est rien dans la vie d'un enfant. Ça revient à dire qu'un père, ça n'a pas d'importance, c'est accessoire, c'est secondaire. Ça correspond d'ailleurs à tout un esprit qu'on ressent très fortement depuis des années et qui monte encore davantage aujourd'hui, qui consiste, qui se révèle par un bashing systématique des hommes. C'est-à-dire que on nous dit, sous prétexte de dire le patriarcat, il y a un patriarcat et c'est insupportable, en réalité on en vient à remettre en cause d'une manière beaucoup plus générale et très insidieuse en même temps les pères et donc en fait les hommes. Oui, tout du ça, patriarcat, on en est ensemble. arrivé à remettre en cause la paternité en fait. Absolument, absolument. Et ce qui est très grave d'ailleurs, c'est que avec ce projet de loi, si malheureusement il était voté, et nous ferons tout pour qu'il ne le soit pas, et on y reviendra, ça revient non seulement à dire qu'un père c'est secondaire, mais ça revient aussi à signifier à tous les enfants, à tous les adolescents, à tous les jeunes d'aujourd'hui, que en fait leur père, il n'a pas beaucoup d'importance. Ils auraient pu s'en passer. Et absolument, leur père n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui aussi, de manière implicite, ne peut que poser des problèmes dans le lien que peuvent avoir les pères avec leurs enfants. Et les enfants ont besoin, entre autres choses, de leurs parents d'une certaine autorité. Ils ont besoin de considérer leurs parents, de les estimer, de les admirer, etc. Bien sûr, de les aimer, mais finalement, on va venir heurter et blesser et désavouer les pères. Voilà. Et d'où vient également l'idée qu'un père c'est secondaire, c'est accessoire? Eh bien, c'est tout simplement ce dont nous parlons aussi depuis des années, c'est l'idéologie du genre. Celle-ci consiste à dire être homme ou femme n'a pas d'importance, pas de conséquences, pas de signification. Et donc, père ou mère, ça n'a pas d'importance non plus. Finalement, homme ou femme, on peut passer de l'un à l'autre, ou on peut même se définir une autre identité quelle qu'elle soit. Et donc, un père et une mère, c'est pas plus important ou c'est indifférent par rapport au fait, éventuellement, d'avoir deux pères ou deux mères ou autre contexte. Ça veut dire en fait aussi que donc une mère ou deux mères, entre guillemets, pourraient remplacer un père, puisque ça revient au même, ça n'a pas d'importance. Et donc on est dans un déni, dans une déconstruction anthropologique sans précédent, une déconstruction symbolique, mais aussi une déconstruction extrêmement concrète, incarnée, puisqu'on irait jusqu'à priver des enfants de père toute leur vie, et jusqu'à l'effacer complètement de l'état civil sur l'acte de naissance. On ne mettrait même pas, contrairement à ce qu'avait dit la ministre Agnès Buzyn il y a quelques mois, on ne mettrait même pas que l'enfant naît évidemment d'un homme. Aucun enfant ne naît en dehors de l'altérité sexuelle homme-femme, tout simplement. Alors justement, ce que je vous propose, c'est de regarder une courte vidéo que La Manif pour tous a faite. Justement, elle est en ligne sur le site lamanifpourtous.fr. On va regarder. Alors comment seront nommés les parents? C'est Nicole Belloubet qui est en charge du dossier de l'état civil. Je la laisserai répondre à cette question. Les deux parents seront indiqués puisqu'il y a ces deux parents et qui seront indiqués sur les documents d'état civil. Mais j'imagine que vous ne vous lancez pas dans le projet de loi sans avoir la réponse à cette question qui est une question évidemment importante. Bien sûr, mais je vous ai répondu. Non. Alors ça sent aussi, en plus, l'impréparation. Alors, à vrai dire, depuis des mois et même des années, nous prévenons sur toutes les conséquences stupéfiantes et évidemment inacceptables de cette idée de la PMA sans père. Et en dépit de cela, non seulement ils n'ont pas voulu nous entendre, mais ils ont refusé de prendre en compte ce que nous disons, mais même ils n'ont pas entendu et reçu
le fait que, inéluctablement, toutes ces questions se poseraient, d'une part, et que ces questions seraient littéralement impossibles à résoudre. Il ne peut pas y avoir de bonne solution, puisqu'un enfant ne naît pas de deux femmes. Il n'a pas deux mères. Aucun enfant n'a deux mères. Une mère, elle est unique. Il n'y a bien qu'une seule mère qui a attendu et mis au monde l'enfant. Et là, on veut faire croire qu'il aurait deux mères, ce qui est absolument faux. Est-ce et que donc, finalement, on pourrait ils sont régler le dans problème de grandes difficultés. Est-ce qu'on pourrait régler le problème avec la levée de l'anonymat des donneurs? Alors, ça ne changera absolument rien parce que c'est pas parce qu'à 18 ans et 9 mois, ce qui est envisagé, l'enfant saura, l'enfant saurait absolument, l'enfant saurait quel est le nom et le prénom de ce qu'ils appellent eux le géniteur. On admirera la manière dont on qualifie les hommes. C'est pas parce qu'il connaît le nom et le prénom de son père, puisqu'il s'agit d'un père, que ça lui rend un père. En fait, un dossier ne fait pas un père. Ce n'est pas un nom et un prénom qui remplacent toute la relation, tous les conseils, toute la vie, tout ce qu'on peut avoir avec un père auprès de soi, même si les parents ne vivent pas forcément ensemble, mais en général, il y a au moins une relation entre un père et son enfant, et on sait que c'est souhaitable. On sait que les enfants ont besoin de savoir de qui ils sont nés. C'est essentiel à la quête d'identité et à la réalisation de chacun d'entre nous. Et dans la mesure du possible, ça n'est pas toujours possible, et bien sûr, il est souhaitable que l'enfant ait des relations avec chacun d'eux. Un père et une mère, c'est pas n'importe qui d'autre. Alors ils nous disent, on pourra mettre une figure paternelle. Mais d'abord, une figure paternelle, ça fait pas un père, parce qu'un oncle, un ami, il a sa vie personnelle, il a ses préoccupations, il a sa famille, et encore une fois, il n'est pas le père qui a un lien à l'enfant tout particulier. Et puis, si, d'après eux, d'après les partisans de la PMA sans père, si on peut mettre une figure de père, ben alors pourquoi ne propose-t-il pas qu'on mette une figure d'enfant pour les couples de femmes ou les femmes seules qui voudraient avoir un enfant? Dans ce cas-là, allons-y aussi dans ce sens-là, ou plutôt, allons-y dans ce sens-là, au moins on respecterait les besoins les plus fondamentaux de l'enfant et ce dont l'humanité a une longue expérience. Ne pas avoir de père est infiniment problématique. C'est une absence, c'est un manque, c'est un vide. Alors bien sûr, heureusement, il y a des enfants qui s'en sortent, puisque la vie l'impose parfois, il faut faire avec. Mais là, on veut volontairement l'imposer aux enfants de manière extrêmement égoïste. Et moi, je parle carrément de violence faite à l'enfant, puisque c'est bien de cela dont il s'agit. Alors il y a également un aspect médical qu'on pourrait soulever, parce que finalement ne pas connaître son patrimoine génétique de la moitié de ses parents, donc du père, peut poser des problèmes également. Alors, bon, si on parle du patrimoine génétique précisément, moi j'avoue que je n'ai jamais fait analyser mon patrimoine génétique. Et en termes de médical, en termes de maladies, bien sûr, de pathologies potentielles. Voilà, mais alors ce qui est vrai, c'est que quand on va, chacun de temps en temps est amené à aller chez le médecin, et en tout cas pour un certain nombre d'aspects qui concernent la santé, on nous demande quels sont nos antécédents médicaux, les antécédents médicaux dans la famille. C'est tout à fait exact. Et ça pose problème depuis des années et des années à tous les enfants qui sont nés d'une PMA avec tiers donneur. Et donc, dans cette levée de l'anonymat du don de gamètes, ce qu'ils veulent, c'est donner les informations médicales et ils envisagent même de les donner à l'enfant s'ils apprennent que le donneur a un problème particulier. Dans ce cas-là, ils pourraient même transmettre l'information avant les 18 ans à l'enfant concerné. Mais ça n'est qu'un tout petit aspect de la paternité, ça n'est qu'un tout petit aspect de cette relation entre un père et son enfant. Il y a une chose qui est merveilleuse, par exemple, dans la vie, et qui vient de fait de notre patrimoine génétique, notamment, il y a une chose qui est merveilleuse au sein d'une famille, ce sont nos ressemblances. Dans la vie, on n'est pas seul, on est unique, mais en même temps, on n'est pas complètement seul dans la mesure où on a des ressemblances physiques, psychiques avec d'autres personnes. Ça signe nos relations humaines, ça signe les relations. Ce sont des manifestations de nos relations à d'autres, de notre proximité avec d'autres. Nous sommes, êtres humains, des êtres de relations, et que cette proximité se voit, c'est quelque chose de merveilleux, et c'est quelque chose qui correspond à une nécessité chez l'être humain, et que là, on efface et on fait disparaître complètement, puisque jusqu'à un âge très tardif, l'enfant ne saura pas de qui il est né.
il ne connaîtra pas ses antécédents, et même si un jour il a le nom et le prénom du donneur de gamètes, en l'occurrence, ou vendeur sans doute un jour, c'est pas pour ça qu'il va le rencontrer, le voir, etc. Et donc il est de toute façon privé définitivement de toute cette partie de son identité et de l'entièreté de cette relation. Alors d'autres conséquences de la PMA sont peu connues, peu diffusées. J'ai reçu à plusieurs reprises des intervenants qui ont justement donné ces informations. Je pense au docteur Henrion Caude, mais aussi à Blanche Streb. C'est finalement les problèmes médicaux qui peuvent être posés par la PMA, par le système même technique de la PMA. Ce que je vous propose, c'est d'écouter justement un petit passage du docteur Henrion Caude. On sait... alors, pas à peu près, on sait vraiment, c'est cohérent dans la littérature, qu'un enfant, lorsque l'embryon est retransplanté frais, va être associé à une chétivité, un développement plus moindre, qui va faire des petits poids et qui va être assorti à une prématurité. A contrario, si vous avez congelé l'embryon retransplanté, là, vous avez au contraire des espèces de développement pendant la grossesse un petit peu plus important que l'âge gestationnel attendu. Et ça, il y a une branche, une discipline de la science qui s'occupe de cela et qui s'appelle les origines développementales de la santé et qui montre qu'un certain nombre de maladies sont dues au fait qu'on a eu recours à ces techniques, ces technologies assistant la reproduction. Certains cancers très spécifiques, on sait, sont augmentés en gros 3 à 4 fois plus. Il y a aussi certaines maladies reconnues comme des syndromes épigénétiques qui sont aussi augmentées de 3 à 4 fois. Donc c'est les chiffres qui sont totalement robuste d'une étude sur l'autre, d'un pays à l'autre, c'est très important de préciser ça, et sur lequel maintenant on a quand même pas mal d'historique. Donc tout ce que je vous dis est à pignon sur rue. Alors je le dis à chaque fois, mais ces informations sont très peu communiquées, y compris aux patients, aux couples qui veulent recourir à une PMA, alors que c'est quand même des choses lourdes dont il faudrait parler. On a toujours l'impression que la PMA, finalement, c'est quelque chose d'extrêmement anodin, que les traitements hormonaux sont extrêmement anodins, que la PMA et la conception in vitro est extrêmement anodine, alors que tout cela, ça a des conséquences. Alors effectivement, d'abord, on ne dit pas que la PMA, ça ne conduit pas du tout systématiquement et loin s'en faut à la naissance d'un bébé, puisque le taux de réussite, c'est seulement de 30%. Et donc, on fait croire et on donne des illusions, des promesses extraordinaires. Et d'ailleurs, là, le gouvernement voudrait aussi autoriser l'autoconservation ovocytaire, c'est-à-dire dire à des femmes, et d'ailleurs aussi à des hommes, mais dire à des femmes, quand vous êtes jeune, faites conserver vos ovocytes et comme ça vous pourrez faire un bébé éventuellement un peu plus tard, quand vous aurez le temps. Bon, un enfant, d'une certaine manière, c'est jamais le moment et à 40 ans, en général, on a plus de responsabilités et plus de travail. Mais mettons, le drame, c'est qu'elles vont se reposer sur cette idée que leurs gamètes sont conservés. Et en réalité, au bout du compte, elles ont de très fortes chances de ne jamais avoir d'enfant. Donc en fait, on va promouvoir une illusion. Et donc la PMA est effectivement, incontestablement, sans certitude, loin s'en faut, elle pose des problèmes de santé parce que l'injection d'hormones à haute dose pour produire d'un seul coup beaucoup d'ovocytes, alors qu'en principe une femme mûrit un ovocyte par mois, ça n'est pas sans risque. Et enfin, il y a des risques, comme le disait le docteur Henrion Caude, pour la santé de la mère, pour la naissance et risque de santé pour toute la vie de l'enfant. Il y a certains handicaps mentaux qui sont plus répandus chez les enfants nés d'une PMA. Il y a un problème de stérilité plus répandu pour les petits garçons nés de PMA, etc. Et ça n'est pas dit. Je pense que ça n'est pas dit pour 2 raisons. D'abord parce que les médecins sont sans doute extrêmement gênés, et voire aussi les médias, extrêmement mal à l'aise, alors qu'aujourd'hui beaucoup d'enfants et maintenant d'adultes sont nés de PMA, sont très mal à l'aise à l'idée de leur dire voilà, vous avez un risque très important, enfin vous avez un risque plus important que la population générale. C'est vrai que ça peut inquiéter et angoisser considérablement les personnes concernées. Mais d'abord, dans ce cas-là, on peut toujours, comme pour d'autres problèmes de santé, trouver des moyens d'alerter de manière
personnel les personnes qui sont nées d'une PMA et de manière à ce qu'eux aient peut-être un suivi particulier ou sachent en tout cas ce qui peut arriver. Mais alors justement, pour qu'il y ait un suivi particulier, il faudrait que ces enfants finalement issus de PMA soient bien répertoriés et on a le sentiment que là aussi c'est le flou artistique au nom de l'égalité, de la non-discrimination entre des enfants nés de manière naturelle, on va dire, et des enfants nés de PMA. Alors effectivement, il est difficile souvent à un médecin de savoir comment a été conçu un enfant. C'est-à-dire que, peut-être aussi par manque d'habitude, il ne demande pas comment a été conçu l'enfant, alors qu'aujourd'hui, de plus en plus d'enfants naissent par PMA. Et la population est de plus en plus infertile. Et la population est de plus en plus infertile, absolument. Et les médecins, alors les pédiatres, eux, sont tout à fait au courant de cette question qu'il est nécessaire de poser, parce qu'elle les conduit à vérifier certains aspects de la santé des enfants concernés. Elle les conduit aussi à mieux comprendre ce qu'ils peuvent constater. Et donc les pédiatres, mais depuis des années, savent qu'ils doivent vérifier la manière dont l'enfant a été conçu. C'est dire que ces conséquences de la PMA sont en fait connues. Et alors l'autre raison, je pense, pour laquelle on ne publie pas de manière large les résultats de ces nombreuses études qui ont été faites ces dernières années, eh bien c'est une question idéologique qui est, comme vous le soulignez, de dire que la PMA c'est formidable, ça résout tout, et puis il y a aussi la question qui se profile derrière, c'est que quand on fait une PMA, on peut faire un diagnostic génétique, et je pense qu'un jour on considérera que sont déraisonnables les parents qui font un enfant naturellement. Et puis, il y a déjà une forme de culpabilisation, une forme de pression sur les parents. Par exemple, une femme qui attend un enfant qui a été diagnostiqué trisomique 21, elle va subir beaucoup de reproches, de petites phrases, si elle souhaite le garder. Parce que, d'une certaine manière, on considère qu'elle est finalement irresponsable. Finalement, elle ne comprend rien. Finalement, elle n'aime pas vraiment cet enfant. C'est terrible, cette pression qui existe déjà. Je pense qu'elle va beaucoup s'accentuer. Et d'ailleurs, dans le projet de loi de bioéthique, on va élargir les maladies diagnostiquées dans le cadre du dépistage génétique qui peut être fait, notamment dans le cadre d'une PMA. Et puis, il y a un autre aspect, bien sûr. Je reviens à l'autoconservation ovocytaire. L'une des conséquences de cette possibilité qu'auraient toutes les femmes de faire conserver leurs ovocytes sera qu'une femme qui a une vie professionnelle et qui tombe enceinte à 25, 28, 30 ans, mais implicitement, il y aura un reproche, plus ou moins implicite ou explicite d'ailleurs, qui sera de dire mais comment vous faites un enfant maintenant alors que de toute façon vous pouvez le faire plus tard? Qu'est-ce que vous venez nous casser les pieds avec votre grossesse? C'est pas le moment, vous nous gênez, vous gênez l'entreprise. Et donc, tout ça est lié aussi, d'abord à une forme de libéralisme sans frein, et tout ça est lié aussi, bien sûr, à des intérêts financiers. Pour prendre un exemple très précis, les hormones qu'on utilise pour les fécondations in vitro, pour faire des prélèvements ovocytaires, et qu'on utilisera aussi pour des autoconservations d'ovocytes, eh bien, ces hormones sont extrêmement coûteuses. Elles pèseront lourd sur le budget de la sécurité sociale et les laboratoires en profitent, bien entendu. Il y a aussi cet aspect-là des choses. En fait, tout cela devient un énorme business de la procréation, un business international, puisqu'il y a l'autoconservation ovocytaire, il y a les questions de diagnostic génétique, il y a tout ce qui concerne la PMA et bien sûr la gestation pour autrui. Et le projet de loi dont nous parlons, on parle là de PMA sans père, et on parle de PMA sans motif médical, puisqu'on parle de femmes fécondes. Donc on est en train d'aller vers une ultra-technicisation, une technicisation inutile quand on parle de femmes fécondes, et une technicisation qui, bien sûr, intéresse beaucoup de gens et représente des intérêts financiers bien réels. Finalement, ce qui est inouï, c'est que faire un bébé, c'est simple, c'est dans l'intimité, c'est gratuit. Ça ne veut pas dire que ça vient du jour au lendemain, mais en tout cas, tout le monde sait comment on fait, en principe, en général. C'est donc gratuit, c'est dans l'intimité. Et c'est en train de devenir un acte compliqué, technique, qui dépend des médecins, des biologistes, etc., qui met en jeu le système de santé de la France. Puisque ce sera remboursé par la sécurité sociale. Ce sera remboursé par la sécurité sociale qu'on détourne également de sa finalité. Et le comble étant que pour lever l'anonymat du don de gamètes,
il est prévu qu'un organisme soit mis en place auprès du ministère de la Santé, qui va détenir tous les dossiers des donneurs et des enfants nés d'une PMA, et finalement c'est l'État qui un jour apprendra à l'enfant, enfin devenu adulte, c'est l'État qui va dire à l'enfant qui est son père. Donc on monte une énorme usine à gaz et du business, alors qu'on part de quelque chose qui est humainement tout simple, etc., etc. Alors bien sûr, qui a plutôt bien marché par le passé, visiblement. Qui a toujours bien marché. Et c'est là où on voit qu'on change de dimension. Et puis, avec la PMA sans père, évidemment, on est dans une logique transhumaniste, puisqu'on fait croire et on fait comme si 2 femmes pouvaient avoir un enfant ou une femme seule. Et donc, c'est la logique de la médecine qui n'est plus là pour réparer et soigner, mais une médecine qui vient réaliser nos désirs individuels, quitte à dépasser les limites propres à notre condition humaine. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'aspects, et on voit aussi, malheureusement, l'aspect financier. Il y a beaucoup d'intérêts qui convergent en fait dans ce projet, intérêts financiers, intérêts idéologiques, individualisme, etc., etc. Vous avez évoqué tout à l'heure la question des embryons, justement du tri embryonnaire au moment de la PMA, mais il y a également la question des embryons surnuméraires dont le devenir reste aujourd'hui incertain. C'est-à-dire que les embryons qui ne seront pas, entre guillemets, utilisés pour les fécondations, on se demande aujourd'hui un petit peu ce qu'ils deviendront. Alors, c'est un grand problème qui se pose en France. Il y a aujourd'hui 220 000 embryons dans les congélateurs français. Au départ, ce qui a été fait pendant des années, parce que pour expliquer les embryons surnuméraires, à ceux qui nous écoutent, les embryons surnuméraires, c'est lié au fait que en France, parce que ce n'est pas le cas dans tous les pays, en France, quand on fait une PMA, pour avoir le maximum de succès, on veut faire le plus possible d'embryons, parce qu'il faut dire que dans le cadre de l'infertilité, c'est pas très facile, hein, surtout quand on n'en connaît pas la cause. Donc on fait, si je puis dire d'un seul coup, pas mal d'embryons, on en implante plusieurs, après on fait éventuellement une réduction embryonnaire s'il y en a trop qui se développent, s'ils vivent tous, s'ils se développent tous dans le sein maternel, et puis s'il y en a davantage, on en met au congélateur, en principe pour une éventuelle PMA ultérieure. Et quand il n'y a plus de projet parental, comme ils disent, comme ça on évacue le mot enfant, hein, et on n'est que focalisé sur le désir de l'adulte, projet parental, quand il n'y a plus de projet parental au bout de 5 ans, avant, ces embryons étaient détruits. Et maintenant, on propose au couple s'il veut détruire ces embryons ou s'il veut les donner à la recherche. Ça, c'est assez récent. Et là, le projet de loi de bioéthique ouvrirait une 3e possibilité. Le couple pourrait dire aussi, nous sommes d'accord pour que les cellules embryonnaires de leur embryon soient utilisées, et je cite, pour des médicaments de thérapie innovantes. Donc, la PMA pourrait conduire à faire de l'embryon humain un médicament. C'est juste stupéfiant. Tout comme dans le projet de loi, il y a aussi d'inscrit l'autorisation de créer des embryons transgéniques et l'autorisation de créer une certaine forme d'embryon chimérique. Alors ce qu'on appelle une chimère, c'est un embryon homme-animal, et là, ils autoriseraient une forme d'embryon chimérique, c'est-à-dire qu'on pourrait adjoindre des cellules embryonnaires humaines à un embryon animal. Et ce qui est le comble, c'est que quand on lit le projet de loi, il n'y a pas écrit on va autoriser ça et on va autoriser ça. Sûr. Il y a écrit en réalité, par exemple, il faut interdire, donc on se dit interdit, oh là là, il faut interdire la transmission de modifications génétiques à la descendance. Je vous traduis, en réalité ça veut dire on autorise la création d'embryons transgéniques, simplement à ce stade, comme dit le professeur Jean-Louis Touraine, le député, pas pour une insémination ensuite, et donc pas en vue de l'insémination d'une femme pour la naissance d'un bébé. Mais évidemment, si on fait de la recherche pour faire des embryons transgéniques, c'est pas pour le plaisir de faire des embryons transgéniques. C'est bien parce qu'ils ont l'idée, ensuite, d'utiliser des techniques qui permettraient de modifier le patrimoine génétique et qui conduiraient à des naissances d'enfants qui, donc, nous dira-t-on, et tout ça, c'est plein de bonnes intentions, on va lui éviter certaines maladies, et ce patrimoine génétique, à un moment donné, concernera bien sûr la descendance. Et c'est la même chose pour ce qui est des embryons chimériques. La loi écrit... le projet de loi dit il est interdit de créer, enfin d'adjoindre des cellules embryonnaires animales à un embryon humain. Et du coup, il n'y a pas écrit de manière explicite qu'il s'agit en fait d'ouvrir l'autorisation de créer des embryons avec des cellules des embryons
animaux avec des cellules embryonnaires humaines. Et tout le projet de loi est comme ça. Pour vous donner un autre exemple, il est écrit quelque part qu'il faudra encadrer la recherche qui consistera à essayer, à partir de cellules iPS, de faire des cellules germinales. Je vous traduis la chose, ça veut dire qu'on veut autoriser la recherche qui consiste à faire à partir de cellules iPS, qui peuvent être des cellules de peau, et bien au final des cellules sexuelles, spermatozoïdes ou ovocytes. Ce qui permettra littéralement de s'auto-reproduire, par exemple. En fait, et je reviens aussi, c'est une forme de reproduction, ce serait une forme de reproduction asexuée, et donc on est encore et toujours dans cette idée de l'idéologie du genre, en fait. Homme ou femme, peu importe, et d'ailleurs non, l'humanité n'est pas homme ou femme, ça ce sont des sexes qu'on nous impose, et non, l'altérité sexuelle, la complémentarité n'existe pas, tout cela n'est que construit par la société. Ce qui est faux, c'est vrai qu'il y a une dimension culturelle et sociale, mais il y a aussi une dimension charnelle, tout simplement, et psychique, bien sûr. Alors, ce que vous nous montrez finalement, c'est qu'on a l'impression d'un rouleau compresseur qui va crescendo et qui grappille au fur et à mesure du terrain. Alors, ce que je vous propose, c'est de revoir quelques images d'Elisabeth Guigou. C'était en 99, elle parlait du Pacs. Je veux être parfaitement claire. Je reconnais totalement le droit de toute personne à avoir la vie sexuelle de son choix. Mais je dis avec la plus grande fermeté que ce droit ne doit pas être confondu avec un hypothétique droit à l'enfant. Un couple, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel, n'a pas de droit à avoir un enfant en dehors de la procréation naturelle, bien entendu, qui elle implique nécessairement un homme et une femme. Alors c'est amusant parce que c'était il y a 20 ans. Alors depuis, évidemment, il y a eu le mariage homosexuel où s'est créé la Manif pour tous et des très grands mouvements populaires, parce qu'il y a une manifestation qui a réuni plus d'1 million de personnes. Depuis, vous annonciez à l'époque qu'il y allait avoir la PMA. Nous avons la PMA, nous étendons la PMA. Et évidemment, la suite logique, selon la Manif pour tous, c'est la GPA. Oui, bien entendu, ça va avec, et ça va tout à fait avec la PMA sans père et sans motif médical, puisque c'est la même logique. En fait, on fabrique un enfant, peu importe les conditions, et on ne le voit que comme un projet parental. On fabrique un enfant dont on va démolir la filiation, tout en prétendant la sécuriser, bien sûr. Donc on le prive de père ou de mère. On rentre dans le business, dans la marchandisation humaine, puisque la PMA sans père, comme il n'y a pas suffisamment de gamètes masculins, évidemment la France fera comme tous les pays qui ont étendu la PMA. Ils se sont mis soit à payer les hommes, soit à acheter aux pays qui payent les hommes. La Grande-Bretagne et la Belgique, par exemple, achètent au Danemark des gamètes, et en quantité importante. Et tous ces aspects-là de la PMA sans père, ce sont les mêmes en fait que ceux de la gestation pour autrui. Alors dans la gestation pour autrui, il y a en plus l'allocation des femmes, mais par ailleurs tous les autres aspects sont déjà là dans la PMA sans père, par exemple le détournement de la médecine de sa finalité, etc., etc. Mais néanmoins, je voudrais insister sur une chose. C'est que les manifestations que nous avons organisées ont été extrêmement importantes, et d'ailleurs après il y en a eu aussi dans beaucoup d'autres pays pour les mêmes raisons. Et ces manifestations, je voudrais rappeler qu'elles ont eu un impact réel. Certes, malheureusement, la loi Taubira a été votée, mais la PMA sans père était prévue pour être légalisée avec la loi Taubira. On est 7 ans plus tard, elle ne l'est pas. Ça veut dire que s'il y a à peu près 2000 PMA sans père par an, eh bien ça veut dire des milliers et des milliers d'orphelins de père qui ne l'ont pas été délibérément. Il y avait aussi le projet de créer le statut du beau-parent. Le projet de loi a été retiré le lendemain d'une manif, de la Manif pour tous, le 3 février 2014. Le statut du beau-parent, en fait, c'est la coparentalité, c'est la multiparentalité. On n'en a plus jamais reparlé. Il était question d'ouvrir l'adoption aux couples pacsés et concubins. Nous avons dit, on lance une manif, ça a été retiré. Enfin voilà, il y a comme ça un certain nombre de choses, y compris... Oui, il ne faut pas voir que c'est passé, il y a aussi des choses qui ont reculé. C'est très important de bien voir qu'il y a des choses qui ont été stoppées définitivement. Il y a des choses, bien sûr, qui reviennent et contre lesquelles il faut agir, il faut absolument intervenir de manière extrêmement massive.
parce que c'est difficile de lutter, c'est vrai, c'est difficile de s'opposer, mais surtout ne pensons pas que les manifs ont été inutiles. Et par ailleurs, la Manif pour tous a obtenu aussi, puisqu'elle nous travaillons aussi au niveau européen, une condamnation de la gestation pour autrui sous toutes ses formes. Fin 2015, c'était au Parlement européen, et la Manif pour tous est organisme consultatif à l'ONU, et là nous intervenons aussi à la tribune de temps en temps sur la famille, sur la gestation pour autrui, etc. Et puis d'autres pays, assez nombreux, à la suite de ce qui s'était passé en France, se sont lancés dans cette opposition et dans cette résistance. Autrement dit, c'est vraiment important de dire que ça n'est pas inéluctable. Si on se dit c'est inéluctable, je baisse les bras, je suis découragé, alors là c'est sûr, ce sera inéluctable. Et au contraire, moi j'appelle à agir et à intervenir, à venir en particulier le 6 octobre, parce que l'histoire n'est pas écrite d'avance. Il n'y a pas de cours de l'histoire. Nous pouvons changer l'histoire, mais là, ça appartient au peuple français, même pas aux politiques. Ça appartient bien au peuple français et il appartient à tous ceux qui pensent qu'un papa, c'est important dans la vie d'un enfant, de s'exprimer, de le manifester et véritablement d'intervenir avec nous. C'est fondamental. Alors justement, vous parlez des politiques. Est-ce que vous recevez un soutien de partis, de cadres on entend souvent, parfois, que les questions se posent sur la participation ou non du Rassemblement national en tant que parti à la Manif pour tous prochaine du 6 octobre. On parle aussi des Républicains. C'est vrai que la figure de proue des Républicains qui s'est tout de suite engagée depuis 2013, c'est François-Xavier Bellamy qui était tête de liste aux Européennes. Mais il y a également Marion Maréchal Le Pen. Il y a eu d'autres élus. Je pense à Louis Alliot que l'on voyait régulièrement, Gilbert Collard, etc. Est-ce que vous avez finalement, non pas des liens, j'allais dire, resserrés, mais peut-être des partenariats, entre guillemets, pour combattre ces lois ? Alors oui, nous avons de très bonnes relations avec un certain nombre d'élus, de politiques. Je ne dis pas qu'ils sont très nombreux en l'occurrence. C'est-à-dire que quand on parle de sujets de société, quand on parle aussi de questions transhumanistes, parce que l'arrière-plan ou la perspective c'est celle-ci aussi, on arrive dans une situation très atypique parce que c'est très transversal aux partis politiques. L'opposition par exemple à la gestation pour autrui, elle est très très ferme à l'extrême gauche, par exemple, et à gauche... Pour l'aspect marchandisation, évidemment, pas pour l'aspect transhumaniste. Absolument. Et il nous appartient, et c'est pour ça que nous essayons de rencontrer aussi des politiques de cette tendance-là, de leur faire entendre que la marchandisation humaine commence avec la PMA sans père, de manière incontestable à cause de la question de l'achat des gamètes que j'évoquais. Il y a au centre un certain nombre d'incertitudes, d'avis différents, etc. Je mets la République en marche à part. De toute façon, là, ils ont une telle pression qu'il y a prétendument une liberté de vote. Enfin, on a vu Agnès Thiel se faire éjecter. Enfin bref. Et du côté de la droite, il y a, disons, une majorité qui est opposée à la PMA sans père et encore davantage à la GPA, sans que ce soit non plus exclusif. Autrement dit, et ça explique aussi qu'il n'y ait pas de parti politique en tant que tel qui soutiennent, et donc ce sont plutôt des personnalités, des hommes ou des femmes politiques qui soutiennent. Et donc en effet, se sont annoncés à la manifestation Nicolas B, Jean Lassalle, Marion Maréchal, vous citiez François-Xavier Bellamy, Julien Aubert. Et après tout, que ça se fasse comme un engagement personnel, je trouve que c'est intéressant et ça ne me paraît pas négatif. Nous n'avons pas de lien particulier avec aucun parti politique, parce que la famille, elle est ni de droite ni de gauche, parce que ce projet de société, qu'est cette loi de bioéthique, nous concerne absolument tous. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Manif pour tous s'appelle Pour tous. C'est que tout le monde est concerné et tout le monde peut quand même reconnaître qu'il est universel, qu'il est clair. Pour qui est honnête, on voit bien qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère. Et dans toutes les sociétés, on le sait, on l'a toujours reconnu, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'enfant sans un homme et une femme. Et né d'un homme et d'une femme, enfin, ceux qui vous ont donné la vie sont importants dans la vie de chacun. Tout simplement, c'est universel. Quelles que soient les options politiques, philosophiques, religieuses, voilà. Bien sûr, on essaye toujours de nous renvoyer une image complètement décalée, complètement faussée, parce que quand on est en face de personnes qui n'ont pas d'arguments en réalité, eh bien la seule manière pour eux, et c'est une méthode bien connue, c'est d'essayer de disqualifier. Je vous donne un exemple. L'un de leurs rares arguments, c'est l'égalité. Mais le couple de femmes par rapport au couple homme-femme, est dans une situation complètement différente. Et il est évident, et le Conseil d'État l'a rappelé, qu'à situation différente,
traitements différents. Au regard de la procréation, il n'y a pas de comparaison qui tienne, donc il n'y a pas d'égalité ou inégalité, il n'y a pas de discrimination. Or, c'est l'un de leurs pauvres arguments qui n'en est pas un. Et les 2 ou 3 autres qu'on entend sont tout à fait aussi bidons. Par exemple, la filiation sociale. Donc, on mettrait 2 mères sur l'acte de naissance de l'enfant. Ça veut dire que, au lieu que la filiation soit le lien entre un père ou une mère et son enfant, parce que c'est ce père et cette mère qui ont donné la vie à l'enfant, on prétendrait que la filiation est fondée sur la volonté. Alors d'abord, la volonté des adultes, la volonté de l'être humain, elle est souvent instable et fragile, mais en plus, la volonté ne crée pas une filiation. C'est complètement faux. Et puis, si on part du fait que le projet parental crée une filiation, demain, on aura 3 pères, 4 mères, 2 pères de mères, tous les schémas possibles et imaginables, dès lors qu'on s'est déconnecté du réel. Mais je voulais revenir, pardon, Élise Blaise, sur un petit propos de Madame Guigou. Quand on parle du Pacs, en parlant du Pacs, à l'époque, il y a eu une opposition très importante, ou relativement importante, en lien avec le fait qu'on voulait ouvrir cette union aux couples de même sexe, et que tout le monde, qu'un certain nombre voyait parfaitement qu'après, on dirait mariage, et puis on dirait enfant, etc. Mais il y a un impact qui n'avait pas été bien vu à l'époque, et qui prend une importance considérable et gravissime, c'est que le nombre de Pacs a considérablement augmenté. Il concerne donc bien sûr les couples de même sexe ou les couples hommes-femmes. Et le nombre de Pacs a beaucoup augmenté et donc le nombre de mariages a beaucoup baissé. Or, il est un fait que le mariage est la forme d'union la plus stable qui soit et donc la plus souhaitable parce que l'enfant a besoin d'un contexte stable. Autrement dit, le Pacs a bien eu aussi un effet sur l'ensemble de la société et sur un très grand nombre, enfin sur des millions et des millions d'enfants, sur la vie d'enfants. Et donc vous voyez, il y a des conséquences qu'on perçoit, qu'on voit, etc. Et puis il y en a d'autres, malheureusement, qu'on ne voit pas à l'avance et qui probablement seront là un jour. Et pour la PMA sans père, quand on étudie le sujet, on voit l'ampleur des conséquences, des implications. C'est stupéfiant. Mais en fait, malheureusement, je pense que ça ira même encore au-delà de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et c'est pour ça que la PMA sans père, c'est un changement civilisationnel, hein, puisque ça n'est plus le plus petit que l'on défend et que l'on protège. C'est un véritable... c'est une révolution anthropologique et même transhumaniste. C'est un abîme éthique aussi que nous franchirions. Et c'est pas avec la gestation pour autrui qu'on franchit une ligne dramatique, c'est bien avec la PMA sans père. Et c'est pour ça que le moment que nous vivons aujourd'hui est extrêmement important pour l'avenir. Alors, je rappelle du coup la manifestation du 6 octobre. Je tiens à signaler que parfois, la Manif pour tous a été critiquée parce qu'elle semblait vouloir prendre le leadership, peut-être garder, entre guillemets, les commandes, on va dire, de ces mouvements pro-famille. Et là, visiblement, vous avez répondu aux critiques, sciemment ou non, mais il y a plein d'associations avec vous. Oui, absolument. Donc l'événement du 6 octobre s'organise sous le label Marchons Enfants, qui est un label qui rassemble aujourd'hui 21 associations partenaires. Et effectivement, nous avons voulu, et nous avons voulu tous ensemble, mettre le mieux possible en avant le fait que nous sommes beaucoup d'associations à vouloir intervenir, alerter, agir, puisque nous n'avons pas pu nous faire entendre par le dialogue, les débats, les rendez-vous et que sais-je, eh bien, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est la mobilisation. Et c'est important de montrer que nous sommes nombreux. Et il y a des associations de médecins, des associations de juristes, des associations de philosophes, des associations de jeunes, des associations plus spécialisées des questions de bioéthique dans leur ensemble. Je pense à Alias 8 ans par exemple. La Manif pour tous, qui est connue en particulier bien sûr sur le fait de défendre le fait que l'humanité est homme ou femme et que cela doit être pris en compte et que ça a des conséquences immenses. Parce que d'ailleurs, quand on nie le fait que l'humanité est homme ou femme, eh bien, c'est aussi une manière symbolique de tuer l'homme. Il y a aussi cet aspect-là dans sa question. Bref, voilà, un grand nombre d'associations qui chacune représentent différentes légitimités pour s'exprimer.
Alors j'en profite juste pour préciser que sur le site de la manifpourtous.fr, on peut aussi trouver des solutions pour venir de province si on veut aller à Paris. Et puis évidemment, le lieu de rendez-vous sera communiqué un petit peu plus tard pour le trajet de la manifestation, j'imagine. Tout à fait. Alors il y a des cars et des trains qui partent de tous les départements français, ou quasiment tous vraiment, et d'autres continueront à se monter d'ici là. Et en effet, les négociations sont en cours avec la préfecture de police de Paris. Nous annoncerons le parcours dès que possible. Cela étant dit, pour le 24 mars 2013, par exemple, j'avais été au tribunal face au préfet de police de Paris. Ça avait été très, 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 très difficile. Ces négociations s'étaient passées au plus mal. Et donc, nous n'avions pu annoncer le parcours que 3 jours avant, ou même 48 heures avant. L'information s'était diffusée en à peine quelques heures. Et je crois que ça n'avait pas posé de vraies difficultés. Et donc, je n'ai pas d'inquiétude du tout pour le 6 octobre, même si on n'annonce pas là, dans la semaine tout de suite qui vient. le trajet. Oui, je crois que ça, c'est pas grave. Eh bien, merci beaucoup Ludovine de la Rochère. On se donne rendez-vous pour le 6 octobre où TV Liberté fera un reportage, évidemment. Merci Élise Blaise, un grand merci. Merci à vous, merci à tous de nous avoir suivis. Comme chaque semaine, je vous rappelle, le petit like, le petit commentaire pour nous dire qu'on est merveilleux, géniaux et tout ça. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.